the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Yeah. Well, give me all you got and don't hold me back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't let me. Bring me down, and love is too hard. Bring me down, can't let me. Bring me down, I said. Bring me down, can't let me. Bring me down, and love is too hard. Bring me down, can't let me. Bring me down, I said. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't let me. Bring me down, love is too hot. Bring me down, can't let me. Bring me down, I said. Bring me down, can't let me. Bring me down, love is too hot. Bring me down, can't let me. Bring me down, I said. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Come on. This is the end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames
should die tonight. We should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Holding out, Father, oh, prepare as we will. Watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow souls. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. Surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce matin pour cette série d'ateliers de la journée, donc cette journée que nous avons prévue au niveau de Business Mauritius et de toute l'équipe de Signature qui vous accueille ce matin, et on est donc très heureux de vous avoir.
Merci d'avoir patienté les quelques minutes pour qu'on finalise tout de notre côté au niveau technique. Donc, pour ceux qui sont dans le Teams sur le lien participant, donc vous êtes aujourd'hui près d'une trentaine déjà connectés, de ce que je vois. Et donc, vous avez un espace participant. Et puis, donc là, nous avons un espace intervenant et on a préféré gérer comme cela pour mieux stabiliser les différentes connexions et les différentes présentations. Mais je le dis d'avance, donc pour ceux qui sont en participant, on voudrait plutôt vous recommander d'avoir un, un lien de commentaires et de questions. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de souci avant que je continue. Ok, alors je m'étais arrêté parce qu'on me disait que peut-être les participants ne m'entendent pas, mais a priori c'est bon. Ok, donc en tout cas, si les participants, il y a un souci, écrivez-nous dans le chat. Ça nous permettra de régler le problème s'il y a un souci. Mais a priori, c'est bon puisque ça devrait aller. Donc je disais certainement les commentaires, les questions, tout ce que vous voudriez mentionner. N'hésitez pas à l'écrire, ça nous permettra de reprendre cela avec l'ensemble de nos intervenants. Ça, c'est un premier point d'ordre technique et d'organisation. Un deuxième point que je voulais mentionner avec vous, c'est tous les ateliers qu'on avait eu juste avant cette journée du 12 novembre. On a fait surtout des interventions à l'Université de Maurice, des interventions dans le cadre de la construction durable avec la ligne de crédit Sanref, une intervention aussi qu'on a fait dans le cadre du lancement du club de l'économie circulaire il y a à peu près 2 semaines à l'île Maurice et un accueil qu'on avait aussi réservé à toute l'équipe de Qualitropique de l'île de la Réunion qui nous a beaucoup partagé autour de la bioéconomie. Donc voilà, donc c'est une série d'événements qui continuent aujourd'hui et on espère jusqu'à la fin du mois de novembre vous avoir encore avec nous. La fin du mois de novembre, je le dis tout de suite, c'était un atelier dans les Save the Date qu'on avait partagé. On aura une présentation précise de la contribution nationale déterminée, la CDN, la NDC, qui a été présentée par l'État mauricien à la COP 26 à Glasgow. Et en plus de la présentation des objectifs fixés, on aura aussi une présentation du plan d'action, qui est un peu plus intéressant que juste l'objectif fixé. Et donc ça, c'est une présentation en partenariat avec le ministère de l'Environnement. On attend juste les dernières dates qui ne sont pas encore bien finalisées parce que le ministre Amano souhaite être présent. Et donc on aura cet événement Business Mauritius, ministère de l'Environnement, sur cette présentation du plan d'action de la NDC mauricienne. Voilà un petit peu en guise d'introduction sur Business Mauritius Signature et cette série d'événements. Pour aujourd'hui, cette matinée, on démarre tout de suite avec cette thématique de la justice climatique. Il faut se rappeler qu'en octobre 2019, il y avait eu une conférence internationale qui s'était tenue en relais ici à Maurice, en partenariat avec l'Université de Maurice sur cette justice climatique et en démontrant que les territoires insulaires sont d'une grande vulnérabilité. Et donc, suite à cette conférence en octobre 2019 à Maurice, il y avait eu une publication, une parution donc, dans une revue juridique de l'océan Indien. Et cette parution remonte peut-être à 3 ou 4 mois. Et depuis, donc, on a sollicité au niveau de Business Mauritius l'équipe qui avait travaillé en grande partie sur ce dossier pour mieux nous partager l'exercice et ce qui en ressort en fait de cette étude sur la justice climatique sur le territoire insulaire de l'océan Indien. Donc, je m'arrête là et je passe la parole à Aurélie Spinola pour la suite. Et elle aura la charge donc d'introduire davantage le sujet et aussi de pouvoir vous présenter les différentes interventions au fil de la session. La bonne session à vous. Je vous retrouve un peu après. Aurélie, je te laisse la parole. Merci, Michael. Merci Business Mauritius. Et déjà, bonjour à tous. Hein. Si c'est possible, Aurélie, d'afficher la caméra. Ma caméra n'est pas affichée. Ah, si, je suis là. Voilà, c'est parfait. Merci. Tu me vois? Vous me voyez? Très bien. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de restitution de nos travaux de recherche sur la justice climatique et les petits États insulaires en développement de l'océan Indien et plus particulièrement à l'île Maurice. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens bien évidemment à saluer toutes les personnes qui sont présentes avec nous ce matin, quels qu'ils soient, officiels, officieux, membres d'ONG,
citoyens engagés, chefs d'entreprise. Je ne vois pas qui constitue le public, mais je vous souhaite à tous, bien évidemment, la bienvenue. J'en profite également pour remercier Business Mauritius et la région Réunion à Maurice de nous avoir donné l'opportunité de faire cette séance de restitution. J'en profite également pour excuser 2 de nos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin pour motifs légitimes, à savoir le professeur Anne-Sophie Tabot, qui a été membre de notre équipe de recherche, et professeur Olivier Dupéret, qui lui est directeur de la RJOI. Alors, pour des raisons de clarté, je vous propose dans un premier temps de vous présenter un peu le projet de recherche et dans un deuxième temps ses résultats. Et par la suite, nous passerons à un échange avec les divers intervenants qui sont avec nous ce matin. Nous avons donc avec nous ce matin Krishni Apadou, qui est lectureur en droit de l'environnement à l'Université de Maurice, Jacques Collomb, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de La Réunion, et on a également la chance d'avoir avec nous Anne-Françoise Zataragro, qui est la vice-présidente des relations internationales à l'Université de La Réunion. Alors, si tu pouvais éventuellement lancer le PowerPoint. C'est OK? Alors, je ne le vois pas. Je ne vois pas l'écran. Il est lancé. Est-ce que tu vois l'écran de... Non, je ne vois pas. Je me vois uniquement moi sur l'écran de Kelly. Ok. Le petit carré blanc, là. Tu le vois, toi? Okay. Alors, Aurélie me dit qu'il faudrait que tu... sur le carré de Kelly, là, faut que tu... Oui. Il faut le... Recharger? Épingler. Le carré de Kelly, il faut que tu cliques et épingler. Clic droit. Clic. Oui. Je n'ai pas cette option. Ah. Elle n'a pas l'option, elle. Voilà. Voilà, très bien. Ah, merci. On y est. Alors, si on pouvait passer au premier slide, s'il vous plaît. Bien, alors, allez-y. Alors, effectivement, d'où vient un peu ce projet? Il a démarré en 2018 avec, en fait, il a fait suite à une conférence qu'on avait menée après les 50 ans de l'indépendance de Maurice. Il y avait eu une conférence constitutionnelle à Maurice en 2017 et on avait voulu un peu perdurer ce qui avait eu lieu et on avait décidé de lancer une thématique sur l'environnement pour la prochaine conférence. L'idée nous est venue de discuter plus particulièrement de la justice climatique dans les îles de l'océan Indien. Alors, juste pour un topo général, le projet a duré 3 ans, de 2018 à mai 2021, où 2021, on a eu effectivement la publication du numéro spécial sur la justice climatique dans la revue juridique de l'océan Indien. Alors, j'aimerais beaucoup exposer les raisons pour lesquelles on a finalement tenu à faire ce projet. Prochaine diapo. Alors, d'où vient l'idée du projet? Au final, l'idée venait de la constatation d'un paradoxe assez frappant, puisque on s'était rendu compte qu'au niveau international, Maurice avait été parmi les premiers États à signer et à ratifier l'accord de Paris, mais qu'au niveau local, on s'était rendu compte qu'en fait, les différentes études qui existaient étaient incomplètes, notamment sur le volet juridique, et ne considéraient pas nécessairement les spécificités de Maurice compte tenu de son système d'inspiration anglo-saxon.
Et si bien qu'en fait, on avait une ratification de l'accord de Paris, mais aucun texte et aucune traduction en droit interne. Alors, bien évidemment, cette situation paradoxale, ce vide juridique a soulevé énormément de questions et nous y avons vu la nécessité finalement assez urgente de mener une réflexion d'ensemble sur la question de la justice environnementale et plus particulièrement en matière climatique, puisque très concrètement, il n'y avait rien en droit interne qui permette aux citoyens de bénéficier au final des avantages de l'accord de Paris. D'où l'orientation de notre projet au final sur la thématique de la justice climatique dans les pays de l'océan Indien, mais avec un focus à Maurice, puisque ça faisait déjà énormément de travail. Alors, quels étaient les objectifs de ce projet de recherche? Si on pouvait passer à la prochaine diapo. Voilà, prochaine diapo. Merci. Alors, les objectifs, ils étaient assez clairs. De manière générale, ce qu'on voulait, c'était créer un terrain favorable à la réflexion et à l'échange autour de cette thématique de la justice climatique, puisqu'on n'en parlait pas du tout, alors même que de plus en plus de rapports soulevaient et pointaient du doigt la vulnérabilité des îles et des petits États insulaires en développement. Alors, nos objectifs théoriques étaient donc d'une part, cerner cette notion de justice climatique, d'identifier les fondements juridiques mobilisables, de faire un peu un screening des panels, du panel d'instruments existants et qui pouvaient éventuellement s'appliquer. Ça, c'est pour l'aspect théorique. Maintenant, pour l'aspect pratique, ce qu'on voulait aussi, c'était identifier au final les blocages existants et mobiliser un vivier d'experts, ou en tout cas de penseurs, de chercheurs, de parties prenantes, afin de proposer des solutions ou des pistes d'évolution. Alors, les enjeux de cette recherche étaient quand même étaient concrets et ils étaient réels, puisque d'une part, il s'agissait bien évidemment de pousser vers une modernisation du corpus juridique existant à Maurice, notamment avec l'adoption du Climate Change Act, qui avait été promis depuis 2015, mais qui n'était pas sorti du tout des pipelines. À l'époque, en tout cas, où on avait fait la conférence. Le deuxième enjeu, c'était bien évidemment de conscientiser encore plus le public et les acteurs institutionnels et non institutionnels aussi sur la thématique, qui était quand même assez inconnue. Le troisième enjeu était également de placer au final la coopération universitaire au cœur de la réflexion et de l'évolution sociale, en faisant de l'université une plateforme en fait, et un tremplin pour la réflexion pour une société future. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on a aussi misé sur l'innovation dans les modalités selon lesquelles on a tenu cette recherche. Puisqu'on voulait d'une part produire une recherche qui pense et qui agisse par-delà le droit. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on a, c'est qu'on fait des conférences ou des recherches, mais en matière environnementale, en tout cas, on se rend compte que de plus en plus, il est nécessaire d'avoir une approche qui soit large et qui invite d'autres matières à participer et à amener sa part d'expertise, puisqu'il n'est plus possible de penser de manière sectorisée, compte tenu de l'interdépendance à multiples facettes d'ailleurs qu'on a aujourd'hui entre l'homme, l'environnement, les écosystèmes, la biodiversité, enfin bref. Tout ça pour dire qu'on a tenu à faire une invitation assez large des parties prenantes. C'était vraiment un élément important de notre projet. Et on a tenu également à avoir une approche pluridisciplinaire et multipartite. Si on pouvait passer à la prochaine séance. Et donc, on a le premier pas qu'on a fait dans ce sens a été l'organisation et la tenue de effectivement cette conférence dont Michael parlait en début de session, qui a duré 3 jours en octobre 2019 sur la thématique de la justice climatique. Et cette conférence a été vraiment le boost qui a au final
qui nous a donné l'opportunité de vraiment rassembler tout ce dont on avait besoin pour démarrer une réflexion d'ensemble sur le sujet. Alors, je pense qu'il est plus que temps maintenant d'exposer les résultats des travaux que nous avons menés depuis ces quelques années. Alors oui, juste... on a bien évidemment tenu cette conférence. On a eu une conférence de 3 jours avec effectivement des panels et différents intervenants, mais on a aussi eu des side events sur différents sites. Comme vous pouvez le constater ici, il y avait eu un tree planting avec les étudiants de l'Université de Maurice. Alors, je n'ai pas pu mettre toutes les photos, hein, bien évidemment, mais juste pour que tout le monde ait un petit visuel. Alors maintenant, en ce qui concerne les résultats de nos travaux, je dirais à titre liminaire tout de même que le succès était au rendez-vous, hein, et même au-delà de ce que nous avons espéré. Puisque en termes... revenez sur la diapositive. Voilà, merci. En termes pratiques, on a eu quand même un renforcement des partenariats universitaires existants sur la zone, avec 8 universités qui étaient partenaires sur ce projet, qui ont participé, avec les universités lead qui étaient l'Université de La Réunion et l'Université de Maurice qui a host la conférence. On a eu également une assez large ouverture sur la société civile avec un public de plus de 300 personnes. On a eu la publication d'un rapport juste après la conférence, un rapport intitulé « Faire de l'accord de Paris une réalité à Maurice », justement qui invitait fortement et vivement les autorités compétentes à prendre les décisions et les textes nécessaires à la traduction de l'accord de Paris en droit interne. Et quelques mois après, on a eu effectivement l'adoption du Climate Change Act, qui a débarqué. Alors, j'aime à croire qu'on a bien évidemment apporté notre pierre à l'édifice. Je ne sais pas si ça a été le cas. Je pense que bien évidemment, ça a été peut-être une invitation supplémentaire qui a amené à faire bouger les choses. Alors, toujours en termes pratiques, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu bien évidemment plus même de 45 experts nationaux et internationaux qui sont venus à Maurice et qui sont intervenus lors de la conférence. La plupart des interventions sont encore disponibles en ligne sur le Facebook de la conférence. Je reviendrai là-dessus. On a eu également 16 experts qui, eux, ont publié un article sur une thématique particulièrement importante sur le sujet dans le numéro spécial de la RGOI que nous avons dirigé. Alors, je tiens à dire que ce numéro est disponible en ligne, il est gratuit et ça a été vraiment un point sur lequel l'ensemble de l'équipe a tenu à travailler, c'est de faire en sorte que l'accès à l'information juridique et à l'information, à l'expertise qui a été produite soit la plus large possible. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour une publication en ligne et une publication accessible à tous, sans avoir à payer quoi que ce soit. Alors là-dessus, je tiens bien évidemment à remercier tous nos financeurs, publics et privés, particulièrement l'AFD, la région Réunion, Nestlé, SIA, et merci encore à Business Mauritius de nous recevoir aujourd'hui et de permettre la circulation de l'information autour de ce projet. Alors, si on pouvait passer à la diapo suivante, merci. Alors, je parlais tout à l'heure d'innovation dans les modalités de réalisation de la recherche. Innovation, pourquoi? Parce que ça n'a pas été une conférence once-off qu'on a fait comme ça, et puis on a publié, et puis tout le monde rentre chez soi. Non, on a tenu à ce que ce soit un événement qui soit pérennisé dans le temps. On a bien évidemment un site internet qui est dédié, sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qui a eu trait à la conférence en 2019. On a également une présence sur les réseaux sociaux avec un Facebook dédié. Et sur ce Facebook, on organise des séminaires. On en a organisé un en 2019 sur justement le Covid-19 et la justice climatique, et un autre cette semaine, grâce à Krishni, un webinaire en ligne qui intitulé Bringing COP26 to Mauritius.
Donc, si vous voulez avoir des news et savoir un peu qu'est-ce qui se passe, vous pouvez bien évidemment vous connecter via nos réseaux sociaux. Alors, maintenant, venons-en au cœur du sujet. Sur le fond, qu'est-ce qu'on a trouvé après avoir publié plus de 250 pages d'écrits? Qu'est-ce qu'on a trouvé et qu'est-ce qu'il faut retenir au final de nos travaux de recherche? Alors, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de définition unanime de la justice climatique. Ça, c'est le cas quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. C'est-à-dire que la justice climatique, c'est une notion qui doit être interprétée in concreto, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où on se trouve. Que pour ce faire, pour définir la justice climatique, il était indispensable de penser en dehors des cadres existants si on veut véritablement cerner cette notion. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour consacrer la justice climatique, on doit avoir une approche qui dépasse les ordres juridiques existants. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une approche qui se focalise uniquement sur le droit national ou uniquement sur le droit international, mais il faut coupler les deux, avoir une approche transnationale puisqu'il y a une circulation des normes juridiques, une circulation des comportements entre le national et l'international. Le troisième point qu'il est important de retenir, c'est que les recours contentieux sont indispensables à l'interprétation de la notion même de justice climatique. Ils font partie c'est peut-être même l'élément clé, j'ai envie de dire, de la mise en œuvre et de la mise en œuvre de la justice climatique. Ça, c'est pour le troisième point. Et le quatrième point important, c'est que la concrétisation de la justice climatique doit se faire par des moyens juridiques, opérationnels et financiers dédiés. Alors, ceci étant expliqué, on peut aller plus en détail grâce à chacun des participants qui seront aujourd'hui avec nous. Nous allons pouvoir approfondir sur certains points. Alors, bien évidemment, on ne va pas pouvoir couvrir l'intégralité des 16 interventions, des 16 publications qui ont été remises par nos experts, mais on va se focaliser sur ce qui nous a semblé indispensable pour aujourd'hui, pour la restitution d'aujourd'hui. Et je vous invite donc à engager la discussion avec nos participants du jour, que j'ai déjà présenté. D'une part, Madame Apadou, qui est lectureure en droit de l'environnement à la faculté de droit à l'UOM. Elle nous parlera spécifiquement de la justice climatique pour Maurice, en nous expliquant le principe du loss and damages. Ensuite, nous aurons avec nous Monsieur Jacques Collomb, qui nous en dira un petit peu plus sur le rôle du juge constitutionnel à Maurice et dans la construction et dans la réalisation de la justice climatique à Maurice. Et enfin, nous allons clore notre tour de table virtuel par une discussion avec Anne-Françoise Zataragro, VPRI de l'Université de La Réunion, et qui, elle, nous exposera d'une part le rôle de l'entreprise et d'autre part le rôle de l'université dans la pérennisation de la justice climatique. Donc, je vous invite à noter vos questions, à les envoyer à Michael dans la boîte de chat, auxquelles nous répondrons avec plaisir en fin de séance. Donc, Krishni, je te laisse la parole et je t'invite à nous présenter, faire une petite présentation déjà de la justice climatique dans l'accord de Paris. Merci Aurélie, tu as bien détaillé, tu as fait un sommaire de tout ce qui s'est passé depuis octobre 2019, mais le travail s'était fait en amont 2 ans avant la conférence. Alors, je peux dire que pour moi, c'est un travail qui a abouti et va continuer à aboutir. OK. Alors, c'est quoi la justice climatique et surtout la justice climatique dans l'accord de Paris? Alors, en 2016, quand il y a eu l'accord de Paris, les blocs de pays comme les CIDS, les petits États insulaires en développement, les pays vulnérables et aussi EOSIS, ils étaient très contents parce que depuis longtemps, ils étaient en train de lobby pour que le concept de loss and damage soit inclus dans le texte de l'accord de Paris. Alors,
la justice climatique, en gros, sommairement, ça veut dire que on a des problèmes d'adaptation, on a des problèmes d'atténuation et c'est dû au réchauffement climatique qui a été créé par les États développés. Et alors, il faut, sous le concept de Common and Differentiated Responsibilities, il faut que ces pays donnent la chance aux pays qui ont été touchés par les effets du changement climatique, de les aider et de les empower pour qu'ils puissent On va attendre que. Bon, désolé, on attend juste que la connexion se restabilise au niveau de. contrer. Krishni, si tu m'entends, ce serait idéal de couper dans ce cas-là la caméra pour qu'on puisse mieux stabiliser le son au moins. Alors oui, effectivement, je confirme au niveau des participants qu'on a un souci technique avec le son et la connexion de Krishni. Et donc, si vous pouvez juste patienter un tout petit moment, on essaye de rétablir cela. Ça va mieux faciliter. Donc, d'accord, elle est en train de se reconnecter. Donc, merci de patienter. Voilà. C'est Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold me back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. C'est bon? Allez, on garde comme ça, Krishni. On garde comme ça. Si jamais il y a un problème, dans ce cas-là, on se reconnectera sans la caméra. Mais pour l'instant, on garde comme ça parce que comme il n'y a pas de présentation. Alors, on va repartir en live dans. Ça y est. On est reconnecté avec nos participants. Krishni également. Donc, Krishni, je vous laisse continuer. Allez-y. Merci et désolé pour ce petit problème de connectivité. Alors oui, je parlais de la justice climatique. Alors c'est un terme qui est très vaste, mais ça a été défini par Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande, et elle parle souvent de la justice climatique comme étant essayer de trouver tous les problèmes liés au changement climatique, mais qui vont être que les pays en voie de développement, par exemple, les pays vulnérables, ils auront à faire face, et parce que ils ont contribué le moins au changement climatique, mais ils devront affronter ces changements à cause de l'action des États qui sont plus puissants. Alors, nous,
les pays, les Small Island Developing States et aussi les pays vulnérables. C'était un watershed moment dans l'accord de Paris où l'article 8 a été consacré au loss and damage. Alors, loss and damage, en principe, ça découle de ce principe de justice climatique où il faut que les sociétés indigènes, les femmes, les pays vulnérables, les gens qui se servent de l'océan, par exemple, pour gagner leur pain. Alors, l'article 8 nous apprend qu'il faut mettre sur place un framework pour qu'on puisse protéger ces personnes, on puisse protéger et encadrer aussi ces pays pour qu'ils puissent faire face au changement climatique et cela au-delà de l'adaptation et de l'atténuation. OK, alors c'est ça qu'on appelle le loss and damage. Alors, ça a été inséré dans le Paris Agreement, dans l'accord de Paris, l'article 8, mais malheureusement, c'est un principe. Et si vous faites le droit international, alors un principe de droit n'a pas de valeur normative. C'est pour ça que pendant ces derniers jours au COP, ils sont en train de les négociateurs de divers pays et surtout des pays qui vont être touchés par le changement climatique et qui sont déjà touchés par le changement climatique. Ils sont en train de négocier à ce que on puisse on puisse donner valeur juridique au concept de loss and damage. Et ces derniers jours, j'ai lu et j'ai entendu de plusieurs pays qui sont vulnérables et aussi des pays qui veulent donner valeur juridique à ce concept de loss and damage. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de volonté de ces pays, de ces grands pays qui ont contribué au changement climatique. Et on n'arrive pas à donner vraiment l'importance que le loss and damage aurait dû avoir dans le Paris Agreement, dans l'accord de Paris. Et c'est pour cela qu'on a, d'une part, les pays développés qui veulent donner quelques valeurs, mais pas une valeur pécuniaire au loss and damage, mais il y a d'autres pays comme nous, comme l'île Maurice, les Seychelles, les petits pays aux Caraïbes, dans le Pacifique. Alors, nous sommes en train de fight pour que ce concept de loss and damage devienne un concept qu'on puisse utiliser et on puisse aussi avoir un fonds financier pour qu'on puisse aider les pays comme nous pour faire face au changement climatique et de cela au-delà de l'atténuation et de l'adaptation. Voilà, j'ai brossé un peu le tableau et aujourd'hui même, ils sont en train de négocier et de discuter sur comment redonner et revaloriser le loss and damage et lui donner une place essentielle dans le Paris Agreement et aussi dans le Paris Agreement Work Programme et notamment dans le mécanisme qui a été dédié au loss and damage. OK, et alors, on est en train d'attendre. On espère que le loss and damage cessera d'être un principe, mais deviendra une norme internationale qu'on puisse utiliser pour qu'on puisse avoir comme des compensation quand il s'agit des pertes et des préjudices liés au changement climatique. Voilà, c'est le tableau que je brosse. Et Aurélie, j'espère que j'ai été compréhensive, mais si j'ai manqué quelque chose, je suis prête à répondre aux questions. Merci. Alors, il faut ouvrir le micro, Aurélie, s'il te plaît. Pardon, désolée, je m'excuse. Effectivement, Krishni, merci pour ces quelques mots rapides sur le loss and damages. Donc, très concrètement, si on résume un peu ce que tu nous as dit, le problème avec loss and damages, c'est qu'il est effectivement inscrit à l'accord de Paris, mais les États sont d'accord sur le principe, mais ne sont pas d'accord sur les modalités d'application du loss and damages, et principalement parce qu'il y aura des répercussions pécuniaires
et financière pour les États développés, choses qui ne sont pas prêtes enfin, ils sont pas vraiment prêts à ouvrir peut-être la voie aussi sur ce point-là. En tout cas, peut-être un petit mot sur le mécanisme de Varsovie. Oui, alors on a un Loss and Damage Mechanism, le Warsaw International Mechanism for Loss and Damage, qui a été implémenté en 2013. Et à chaque 5 ans, on a un rolling plan. Alors, l'année d'avant, au COP 24, alors il y avait le rolling plan qui avait été décidé pour the next 5 years. Alors, c'est quoi le mécanisme? Le mécanisme est composé d'un comité exécutif qui doit travailler effectivement pour identifier tous les pertes et tous les préjudices et les dommages d'un point de vue pécuniaire, pécunier et aussi non pécunier. Alors, c'est ça, et ils ont un framework qui travaille chaque année et il y a le Warsaw International Mechanism qui à chaque 2 ans, ils ont une conférence où ils viennent et ils apportent le pied à l'édifice et donnent, par exemple, des chiffres à l'appui pour qu'on puisse vraiment appliquer le concept de loss and damage. Alors, je pense que cette année est une année cruciale aussi pour le Warsaw International Mechanism. Et j'espère qu'on trouvera enfin la volonté des leaders politiques pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent établir juridiquement et opérationnaliser le loss and damage principle concrètement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Krishni, pour ces petites précisions. Alors, sans transition, j'ai envie de dire qu'au niveau international, on peut se rendre compte qu'on a quand même on a des contours qu'on peut cerner en ce qui concerne la justice climatique, notamment avec le principe de responsabilité commune mais différenciée, et également le loss and damages, qui doit encore être opérationnalisé, comme Krishni nous le mentionnait. Mais si effectivement on a une dimension internationale de la justice climatique, encore faut-il qu'elle ait un écho en droit national. Et justement, parmi les contributions que nous avons publiées dans notre dossier spécial, moi-même et le docteur Didier Michel, nous avons effectivement mis en lumière également que si l'adoption du Climate Change Act avait été effectivement un pas dans la construction, au final, du droit de l'environnement à Maurice et la construction d'un droit climatique, si on peut utiliser ce terme, on ne peut que reconnaître également qu'il y a encore des vides substantiels et des questions qui se posent de manière assez avec beaucoup d'acuité. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est rendu compte qu'au final, l'élément déterminant, l'institution clé dans la définition et dans l'application, dans la réalisation à la fois de la justice climatique, c'est le juge. Le juge, puisque tant dans la dimension procédurale que substantielle, c'est lui qui va donner substance, qui va donner corps au final à cette justice climatique. Alors, Jacques Collomb nous a également, quant à lui, Jacques Collomb a étudié la question sous son angle institutionnel, sous l'angle plutôt constitutionnel, à Maurice. Et je l'invite à présenter rapidement les grandes lignes de sa contribution. Jacques, si tu peux nous faire un petit topo. Allô? Jacques, tu es avec nous? Il est bien connecté, il y a peut-être le micro qu'il faut activer du côté de Jacques, mais il est bien connecté. Jacques, tu peux activer. Ah, voilà, on t'entend. D'accord, je vous remercie tous pour l'organisation en droit constitutionnel, enfin en justice constitutionnelle. Et donc
on peut télécharger ma thèse sur la question de la justice à Maurice, la justice constitutionnelle. Alors, pour parler simplement, donc, vous avez deux acteurs majeurs à Maurice. Naturellement, la Cour suprême, mais qui est soumise, elle aussi, au contrôle du conseil privé, enfin du comité judiciaire du conseil privé de la Reine. Alors, en pratique, vous avez effectivement 3 articles de la Constitution qui sont très importants dans cette question de la justice. Vous avez l'article 17 qui permet de saisir directement la Cour suprême en cas de violation des droits fondamentaux, et l'article 83 qui permet de saisir aussi la Cour à propos de violations concernant le reste de la Constitution. Mais effectivement, les avocats mauriciens peuvent soulever la question, l'exception d'inconstitutionnalité devant les cours de district et devant la cour intermédiaire grâce à l'article 84, sauf que le juge n'est pas tenu d'obtempérer, peut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc là, il faudra faire appel à la Cour suprême pour obtenir satisfaction. Alors, voilà, donc la spécificité mauricienne, c'est ce double partenariat, enfin, coopération, collaboration entre la Cour suprême et le Conseil privé. Alors, Conseil privé essentiellement composé de juges anglais, avec parfois un juge écossais, et par le passé, on a pu avoir un juge de Nouvelle-Zélande. Voilà, donc je passe au deuxième point. Le juge constitutionnel peut-il contribuer à la définition et à l'établissement d'une justice constitutionnelle à Maurice? Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est l'importance d'abord d'une constitution. Une constitution, notamment pour les sociologues, c'est le système de référence globale de la société, et là donc de la société mauricienne. Or, le problème, c'est que cette constitution n'a pas été rédigée par les Mauriciens, a été rédigée en ce qui concerne les droits fondamentaux, essentiellement donc par le professeur De Smith, qui n'a pas pris en compte les demandes des leaders politiques mauriciens d'avant l'indépendance. Alors, l'importance aussi du juge constitutionnel, c'est-à-dire qu'à partir de la Constitution, il va pouvoir défendre l'état de droit à Maurice en s'appuyant non seulement sur la Constitution, mais aussi sur les principes de justice constitutionnelle développés par le Conseil privé et par la Cour suprême. Alors, on peut citer, et ça fait grand bruit en Angleterre pour le Brexit, en ce qui concerne le Conseil privé, vous avez vu que la Cour suprême, dans l'affaire Miller contre le Premier ministre, a rappelé notamment certains principes, comme celui de la souveraineté parlementaire. Et donc, dans certaines affaires, par le passé, notamment dans l'affaire Baksou, le Conseil privé n'a pas toujours eu exactement la même approche que la Cour suprême. Il faut quand même l'évoquer. Alors, à côté du principe de séparation des pouvoirs, on a aussi le principe d'interprétation généreuse de la Constitution et un catalogue de droits fondamentaux inspiré par la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est un choix qui a été défendu par le professeur De Smith, alors que d'autres leaders, que des leaders mauriciens, voulaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, les obstacles sont les suivants. D'une part, au plan des textes, la Constitution mauricienne ne possède pas de charte de l'environnement ou de dispositions concernant la protection de l'environnement. Donc,
la solution qui était possible pour la Cour suprême et le Conseil privé, c'était de prendre en compte la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui a effectué une protection indirecte de l'environnement et de la santé, parce que le même problème se pose à Maurice pour la santé, notamment à travers l'interprétation généreuse des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la voie qui a été choisie par les juges aux Pays-Bas dans l'affaire Urganda, donc c'est tout à fait possible, sauf que les juges mauriciens et le conseil privé n'utilisent pas cette possibilité. Et vous avez des déclarations, notamment j'en ai trouvé une d'un des juges de la Cour suprême britannique actuelle, qui est très réservé, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la jurisprudence britannique notamment, il y a des arrêts qui utilisent cette protection indirecte, mais il cite aussi d'autres arrêts qui écartent cette protection indirecte. Donc pour moi, la réforme constitutionnelle trancherait la question, c'est-à-dire que les juges auraient à leur disposition un texte qui permettrait une protection directe de l'environnement et de la santé. Pour moi, c'est complètement lié. Alors, ce qu'on voit aussi parmi les autres obstacles, je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai trouvé un qui m'a interpellé, c'est la question du droit d'agir. C'est-à-dire, ça sera bien beau d'avoir une constitution mauricienne réformée, si les juges commencent à limiter le droit d'agir ou le législateur, effectivement, ça limitera la portée de la réforme. Alors, moi, d'une part, j'ai trouvé une vieille jurisprudence Valette contre Ramgoolam de 73, où là, la Cour suprême avait une approche très généreuse en matière de droit d'agir. En ce qui concerne le contrôle de l'application des droits fondamentaux à Maurice. On a aussi des vieilles décisions, notamment de Lord Denning de la Cour d'appel britannique, commissaire de police de Métropolis ex parte Blackburn de 1968, où il accepte la demande du fait que tout citoyen a intérêt à avoir le droit respecté. Or, il m'a semblé que concernant la saisine de l'ELUAT, le tribunal en charge de l'environnement à Maurice, il y avait peut-être eu une volonté de réserver l'accès au tribunal à certaines parties du public. Alors, il y a quand même une jurisprudence que je voudrais rappeler et remercier le juge Doma pour cette jurisprudence. C'est la jurisprudence Takouri, donc qui est rappelée dans ma contribution à la RJOI, qui interprète généreusement le concept d'intérêt général en intégrant la protection de l'environnement dans un souci de respect du développement durable. Et cette jurisprudence Takouri est bien connue de l'ELUAT, du tribunal de l'environnement de Maurice, et a été appliquée, je crois, dans quelques affaires. Donc là, on a vraiment un espoir jurisprudentiel, mais le problème, c'est que la constitution mauricienne, par exemple, ne protège que le droit de propriété. Donc la jurisprudence Takouri pourrait être confrontée à l'application du droit de propriété et pourrait être écartée par la Cour suprême ou le Conseil privé de ce fait. D'où un argument supplémentaire pour réformer la constitution mauricienne. Donc sinon, s'il n'y a pas de réforme, il faudrait espérer que les juges mauriciens se réfèrent beaucoup plus qu'ils ne le font
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Vous savez que suite au Brexit, il y avait même des revendications en Angleterre de rompre le lien avec la Cour de Strasbourg. Donc là, effectivement, ça pourrait avoir une répercussion sur la jurisprudence du Conseil privé. Mais bon, on peut espérer ce revirement. Ça permettrait d'éviter une réforme constitutionnelle, mais cela reste fragile. Alors, on le voit dans certaines affaires, les articles 2 et 8 sont écartés. Alors, par rapport aux affaires, notamment françaises, qui viennent d'être traitées par le Conseil d'État, il faut noter que le Conseil d'État, donc, dans l'affaire du siècle, a dégagé une obligation juridique générale imputable à l'État de lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire que l'État est tenu de lutter contre le changement climatique. Il a une obligation générale à le faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, la jurisprudence mauricienne ou du conseil privé pourrait développer une obligation générale de ce type. En se référant notamment au nouveau bloc de constitutionnalité britannique développé dans l'affaire Miller contre le Premier ministre, où là, notamment, la common law, les conventions, les lois votées par le Parlement, la coutume, sont intégrées dans le bloc de constitutionnalité. Donc on peut espérer que les juges britanniques de la Cour suprême et les juges mauriciens dégagent un nouveau principe d'obligation générale qui s'impose à l'État et qui permettrait de contrôler les politiques publiques en matière de justice climatique, et aussi pour le futur, si Maurice reçoit des fonds dans ce cadre, dans le cadre de justice climatique, cela permettrait aux juges de mieux contrôler l'utilisation des fonds, et notamment de voir si les pauvres ont accès à ces fonds et les catégories défavorisées, les personnes ayant un handicap, par exemple, les jeunes, les personnes âgées, etc. Voilà, donc pour moi, c'est une des pistes possibles, en plus de la réforme constitutionnelle. Il faut aussi, pour finir, avec l'affaire française Grande-Synthe, la commune de Grande-Synthe, il faut faciliter les recours des municipalités à Maurice et de Rodrigue en matière environnementale pour effectivement qu'elles puissent bénéficier d'une bonne gouvernance en matière de justice climatique. Et sinon, mais Christy en a déjà parlé, il y a ce problème d'application du droit international à Maurice. Il faut absolument, comme en Angleterre, donc une loi interne qui intègre la Convention internationale en copier-coller. Sinon, effectivement, les juges ne sont pas tenus d'appliquer ces conventions internationales. Ils peuvent s'en servir comme guide d'interprétation, mais ce sera assez limité. On peut citer aussi, par exemple, le fait que le Conseil d'État, dans ses dernières affaires, a utilisé un pouvoir d'injonction et a imposé aussi des astreintes, c'est-à-dire on va imposer à l'État une amende entre guillemets, une astreinte financière de temps par jour, et
c'est une technique déjà utilisée dans l'Union européenne par la Cour de Luxembourg. Et donc, ça peut être un outil à disposition de la Cour suprême et du Conseil privé très efficace pour faire bouger, entre guillemets, donc le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. À noter que dans le système britannique et mauricien, on peut penser aussi au contempt of court, qui a été utilisé de manière très exceptionnelle. On a surtout l'affaire Badri qui a fait grand bruit à Maurice. Donc je pense que l'injonction et l'astreinte sont quand même des techniques plus indiquées en la matière. Voilà, alors il faut noter que ce soit dans l'océan Indien, il y a eu déjà des réformes constitutionnelles intégrant cette protection de l'environnement. Et dans le Commonwealth, dans la Caraïbe, on peut citer la Guyana, la Jamaïque, le Suriname. Vous avez aussi les États, les territoires non indépendants, comme les îles Vierges britanniques et les îles Caïmans. Et dans la francophonie, vous avez Haïti qui a intégré donc un article 52.1 qui traite de la question. Donc, l'île Maurice pourrait se référer à ces avancées dans le Commonwealth pour réformer sa constitution. Et vous avez notamment Trinidad et Tobago qui a mis en place une loi très performante en matière de pollueurs-payeurs. Et je pense que là aussi, ce serait important d'introduire ce type de législation à Maurice. Merci, Je Jacques. pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Merci Jacques pour cet exposé très clair sur la question. Donc, si je résume concrètement, il faudrait que la République mauricienne se dirige vers une réforme constitutionnelle afin d'intégrer les droits environnementaux dans la Constitution, afin de moderniser la Constitution. À cela, il faudrait également que le dialogue des juges soit développé afin de permettre une circulation au final des décisions en faveur du climat, en faveur de la justice climatique entre les différents juges, avec une possibilité pour les juges mauriciens, les juges du Conseil privé, de s'inspirer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est déjà extrêmement abondante sur le sujet, mais également des décisions plus récentes en matière de justice climatique, comme celles qu'on a vues depuis fleurir depuis 2015, que ce soit Lahore contre Pakistan ou Ouganda, commune de Grande-Synthe, notre affaire à tous, etc. Alors, bon, juste pour ceux que ça intéresse, la question de la saisine du juge à Maurice a été traitée dans notre dossier spécial publié à l'RJOI par Madame Odile Limpton, qui est à l'université de Pretoria aujourd'hui. Donc, vous avez une contribution qui traite de cette question. Vous avez bien évidemment la contribution également très complète de Jacques Collomb sur la question. Et en complément, je vous invite également à lire le très bel article d'Anne-Sophie Tabot sur la question qui invite et qui donne les pistes en fait sur le dialogue des juges et les décisions qui pourraient être utilisées et qui pourraient être favorables au développement de la justice climatique à Maurice et plus généralement dans les petits États insulaires en développement de l'océan Indien. Donc, on a bien compris qu'il y avait beaucoup de blocages juridiques encore présents, bien qu'un espoir soit possible avec différentes évolutions du droit, si toutefois elles étaient adoptées.
mais on se rend compte aussi au final que si on veut que la justice climatique s'accomplisse, on doit aller par-delà le droit. C'est-à-dire que le droit ne suffit pas à lui seul à accomplir ou rendre possible la justice climatique. C'est-à-dire que, bon, concrètement, la justice climatique ne se limite pas au droit. Alors, l'ensemble, effectivement, de la société est appelé à intervenir pour participer à la réalisation, à la matérialisation de cette justice. Et je vous invite désormais, juste maintenant d'ailleurs, à passer à la troisième et dernière intervention de notre session avec Anne-Françoise Zataragro, qui nous parlera de l'entreprise et du rôle de l'université comme outil efficace de pérennisation de la justice climatique. Alors, Anne-Françoise, la parole est à toi. Je crois que tu as un PowerPoint également. Oui, merci. Merci beaucoup, Aurélie. Bonjour à tous et toutes. Merci donc aux organisateurs de m'avoir confié donc à ce beau webinaire. Donc effectivement, il me revient de traiter de la question de l'entreprise et de l'université comme outil efficace de pérennisation de la justice climatique. Alors, c'est un vaste sujet vu le temps qui nous est imparti. Et cette question, effectivement, de savoir si l'entreprise et l'université, en partant du principe que l'université serait une entreprise publique, s'ils sont des acteurs efficaces dans la lutte contre le changement climatique et ce, dans une perspective durable, est une vaste question. Alors évidemment, le traitement de l'entreprise privée et le traitement de l'entreprise publique universitaire ne pourra pas être abordé, on va dire, en 10 minutes, puisque les deux sujets obéissent à une réglementation donc très différente en droit français. Et je vous propose de concentrer dans le cadre de mon intervention donc mon propos tout d'abord sur l'entreprise privée au service de la justice climatique au regard tout simplement donc de l'esprit de ce webinaire et puis ensuite peut-être d'aborder avec vous la question de l'action de l'université en ce domaine dans le cadre des questions qui seront posées. Alors si on traite de la question donc de l'entreprise privée en tant qu'acteur efficace de la lutte contre le changement climatique, on a un contexte bien évidemment qui est particulièrement donc favorable. Voilà, c'est vrai que ce contexte ne l'a pas toujours été, puisque avant la loi Pacte, puisque c'est la loi Pacte vraiment qui est un détonateur finalement dans tout simplement, on va dire, l'expression du corpus juridique, notamment donc en droit des affaires, pour intégrer tous les éléments qui sont liés donc à la lutte contre le changement climatique. Avant donc cette loi Pacte qui a été adoptée en France le 22 mai 2019, c'est vrai que le droit des sociétés était plutôt absent sur cette question. Alors on connaissait le rôle du droit international, on connaît aussi le rôle du droit européen avec notamment, et pour ne citer que la dernière loi européenne sur le climat qui a été adoptée donc en juin 2021 dans le changement climatique. Mais il faut quand même noter que ces incidences donc restent assez faibles sur la matière sociétaire. Alors, on a bien évidemment des éléments de progrès. On a là encore un dernier rapport qui a été publié de la Commission donc, européenne sur la question en ce qui concerne justement la corporate governance et la lutte contre le changement climatique. Mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, si on regarde le programme de la COP26, eh bien, cette question est finalement assez absente donc, de tous les débats. Alors en France, on a quand même progressé. On s'est vraiment interrogé sur la nécessité de revisiter la notion donc, de société privée, de revisiter aussi la notion d'intérêt social qui encadre tout simplement donc les missions et l'action donc des sociétés privées. Et on a au fil des ans, alors ça a démarré doucement dans les années 90,
avec le développement de la responsabilité donc, de la RSE, eh bien, on a progressivement, je dirais, avancé donc, sur ces sujets, même si ce que l'on appelle la hard law est finalement assez, on va dire, encore embryonnaire sur la question. En revanche, on a pas mal de supports de soft law qui se sont multipliés avec l'adoption de chartes de code éthique. Voilà. D'où l'idée de faire évoluer les textes, et c'est donc le deuxième slide. Cette première tentative de faire évoluer les textes sur la question en droit des sociétés est intervenue en novembre 2016 pour justement pouvoir modifier l'article 1833 du Code civil français et d'intégrer justement le respect des enjeux sociétaux et environnementaux dans la gestion donc des sociétés privées. Alors malheureusement, la proposition a avorté et elle est revenue en juin 2018 avec donc le projet de loi Pacte qui comprenait initialement 71 articles et qui finalement a donné lieu à l'adoption d'un texte qui comporte 221 articles. Alors tous ne sont pas consacrés bien évidemment à la lutte contre le changement climatique, mais l'objet de cette loi, c'était de lever les entraves à la création et la croissance des entreprises tout en les sensibilisant, donc, aux enjeux environnementaux. Alors, il y a évidemment différentes mesures, il ne s'agit pas donc de les évoquer aujourd'hui, mais il y en a deux essentielles, puisque la loi Pacte, elle va revisiter l'approche de la notion de société et elle va surtout proposer une nouvelle cartographie des structures sociétaires, justement en vue de lutter contre le changement climatique. Alors, ce sont les deux points que je vais évoquer. Et tout d'abord, donc sur la question donc, de revisiter l'approche, la loi Pacte, en fait, elle va offrir aux sociétés qui souhaitent être le plus actives en matière donc, de RSE, eh bien, deux outils. Tout d'abord, elle va proposer donc une modification de l'article 1833 en assignant un nouveau sens à leur mission, c'est-à-dire poursuivre un ou plusieurs objectifs sociaux et en particulier donc environnementaux dans le cadre de leur activité. Et puis ensuite, deuxième outil, c'est se doter donc d'une raison d'être pour les entreprises qui voudraient aller un peu plus loin. Alors, ce qui concerne le premier outil, à savoir donc l'introduction donc de la prise en considération des enjeux environnementaux, c'est un outil qui est apparu donc avec la modification de l'article 1833 du Code civil français. Je vous rappelle que le Code civil mauricien possède également donc un article identique et on y reviendra. Et il a été proposé donc de modifier l'alinéa 2 de ce texte. Et vous avez donc la nouvelle donc, mouture de cet article que vous pouvez donc lire sur le slide. Cet article 1833 dispose désormais que la société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en compte les enjeux justement environnementaux de son activité. Alors ça, c'est complètement nouveau. C'est bien évidemment essentiel au service de la justice climatique. La question, c'était de savoir si finalement cette nouvelle disposition était d'ordre public et surtout, finalement, quelles étaient les sanctions donc, de cette obligation, si tant est, bien évidemment, qu'il en est prévu. Or, justement, la loi Pacte ne prévoit malheureusement aucune sanction. On n'est pas sur des problèmes de nullité de société, on n'est pas non plus sur des problèmes de nullité des délibérations donc, des organes sociaux en cas donc, de violation de cette disposition. En revanche, il est parfaitement possible de sanctionner les dirigeants en termes de responsabilité et en termes de révocation, puisque l'article 1833 donc, du Code civil va pouvoir effectivement donc
venir constituer donc un juste motif de révocation si jamais d'aventure les dirigeants de société ne respectaient pas donc cette obligation de gestion de la société en prenant en compte les enjeux environnementaux donc de son activité. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième outil qui a été proposé par la loi Pacte aux sociétés privées, et là qui pour le coup n'est plus une obligation mais qui est une faculté donc pour les sociétés, en particulier donc commerciales mais également civiles puisque le texte est d'application large, c'est d'instituer une raison d'être. Alors ça, c'est une nouvelle exigence qui est apparue avec la modification de l'article 1835 du Code civil, qui dispose donc désormais, vous pouvez le lire, que toute société peut désormais se doter d'une raison d'être. Alors c'est une expression qui est très novatrice, elle est nouvelle donc, dans le corpus juridique et on s'est posé la question de savoir, bien évidemment, quels étaient les contours de cette raison d'être, ce que ça signifiait, puisque le législateur ne propose absolument aucune définition de celle-ci. Alors la doctrine, je dirais, a pris le relais et la raison d'être, c'est le dessein, c'est une ambition qui va tendre à l'affirmation de valeurs ou à l'affirmation de préoccupations à long terme. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion qui, on va dire, une fonction, voilà, très fonctionnelle pour le coup, et c'est vraiment le cas de le dire. Cette raison d'être, elle va servir à identifier ce pourquoi la société a été créée et elle a vocation à perdurer dans le temps. En gros, ça correspond donc à l'ADN donc de la structure. Alors, cette notion de raison d'être, elle a été, je dirais, incorporée dans certains statuts sociétaires. Et je vous donne un exemple, donc, avec les statuts notamment de la société Carrefour que vous pouvez, que vous devez sans doute connaître, puisque c'est une société très connue dans la grande distribution, qui donc a décidé effectivement donc de modifier donc ses statuts et d'insérer une raison d'être. Alors voilà, sa raison d'être, elle consiste à proposer à ses clients des services, des produits et une alimentation de qualité accessible à tous. Voilà, vous pouvez le voir, et de dire que grâce à une démarche responsable, eh bien la société Carrefour a la capacité d'adapter de s'adapter à des modes de production et de consommation, avec pour ambition effectivement d'être leader de la transition alimentaire pour tous. Donc on est là effectivement sur quelque chose de beaucoup plus philosophique, on n'est pas dans le juridique et toute la question se pose de savoir comment intégrer eh bien, cette raison d'être, je dirais, dans le corpus qui va régir les sociétés. Alors, il y a plusieurs solutions, soit on peut l'intégrer dans les statuts, soit on peut l'intégrer dans des pactes extra, on va dire, statutaires. Ça a des avantages et des inconvénients. Bien évidemment, si on va l'intégrer dans les statuts, ça suppose, si on veut modifier donc la raison d'être, d'avoir recours à un processus de modification, ce qui n'est pas toujours pratique. Voilà. L'avantage aussi de le mettre dans un pacte extra-statutaire, c'est sans doute aussi bien de pouvoir faciliter la modification, mais en revanche, la difficulté, c'est que ce n'est pas toujours, je dirais, connu donc de tous, puisque le pacte extra-statutaire a plutôt, je dirais, pour fonction d'être confidentiel. Voilà. Alors, bien évidemment, les sociétés ont là toute latitude, puisque si elles ne décident pas de se doter d'une raison d'être, il n'y a aucune espèce, pour le coup, de sanction qui leur sera applicable, puisque c'est une possibilité donc, qui est offerte par les textes. Ceci étant dit, lorsqu'elles ont décidé, bien évidemment, de l'insérer, et que les sociétés, ou en particulier donc, les dirigeants, ne devaient pas respecter le pacte statutaire et donc la raison d'être statutaire, eh bien là, il y a quand même donc des sanctions qui seraient susceptibles de s'abattre. Voilà, et en particulier pour le dirigeant, un risque de responsabilité s'il venait donc à violer la disposition statutaire qui est donc relative à la raison d'être.
Voilà pour les avancées, et ce sont des avancées donc capitales en droit français qui pourraient inspirer donc le droit mauricien, et j'y reviendrai dans quelques instants. La deuxième avancée donc de la loi Pacte, c'est qu'elle a revisité, on va dire, la cartographie des sociétés, et ce au service donc de la justice climatique. Et la loi Pacte a créé non pas un type de société, parce que le terme de typologie n'est pas tout à fait adapté, mais des sociétés à mission qui en fait sont des sociétés qui tout simplement ont la caractéristique de présenter une certaine qualité. Alors, j'évoquerai rapidement les contours de ces nouvelles sociétés avant d'en dresser le bilan, puisque la loi Pacte fait l'objet donc d'un comité de suivi. Et si on souhaite donc savoir ce que constituent donc ces sociétés à mission et ce qu'elles recouvrent, ce sont des sociétés qui sont avant tout donc des sociétés commerciales. Autrement dit, les sociétés civiles sont complètement donc exclues du dispositif. Ce sont les sociétés commerciales du Code de commerce français qui ont la possibilité d'opter pour cette qualité donc de société à mission, à condition bien évidemment de réunir les conditions qui sont prévues par les textes. Et là, l'article L210-10 du Code de commerce français précise que les statuts doivent justement mentionner un certain nombre de... Oui, il faut passer sur le slide suivant. Merci. Encore, celui d'après. Merci. Voilà. Il faut donc que les statuts puissent bien évidemment donc mentionner la raison d'être. Donc la raison d'être est une condition donc des sociétés à mission. Il faut que ces sociétés poursuivent elles-mêmes un ou plusieurs objectifs environnementaux, et il faut qu'elles aient institué des modalités donc de suivi de l'exécution de cette mission, en mettant en place notamment ce que l'on appelle soit un comité de mission, ou pour certaines sociétés qui emploient moins de 50 salariés, un référent de mission. Alors ensuite, il y a des conditions de forme, bien évidemment, donc, qui doivent être remplies. Il faut qu'il y ait une déclaration que la société a spécifiquement une mission, donc auprès du greffe du tribunal de commerce. Il faut aussi qu'il y ait une publication donc, au registre du commerce et des sociétés. Bon, bref, tout ça, on pourrait y revenir, bien évidemment, donc si vous le souhaitez, mais je pense que ce n'est pas non plus l'objet de l'intervention du jour. Alors, toute la question, c'est de savoir, est-ce que finalement, cette loi Pacte, elle a eu du succès, et est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, 2 jours après son adoption, ces sociétés à mission, elles ont le vent en poupe. On a un deuxième rapport du comité de suivi et d'évaluation de la loi Pacte, qui est très récent, puisqu'il est paru en septembre 2021, qui effectivement recense aujourd'hui plus de 170 sociétés donc, à mission en France. Alors, ces sociétés à mission, on les retrouve surtout dans les sociétés non cotées, et en particulier dans les sociétés qui ont choisi la forme de la SAS, ce qui peut se comprendre, compte tenu donc de la souplesse qu'offre cette structure. Et les sociétés qui ont choisi donc d'opter pour la qualité de société à mission, elles sont, je dirais, catégorisées en deux types. Ce sont celles qui ont fait le choix, en fait, d'adopter une raison d'être, on va dire, aspirationnelle, et celles qui ont choisi de privilégier une raison d'être qui est donc très en lien avec l'activité de l'entreprise. Et en particulier, on retrouve cette raison d'être dans des sociétés qui ont une activité qui a un fort impact sur l'environnement. Alors, dans les statuts, si on regarde effectivement donc, le rapport du comité d'évaluation, on a encore quelque chose de très embryonnaire en termes de pratique. Les enjeux environnementaux restent encore peu présents. Les enjeux sociaux, donc, on les a, mais les enjeux environnementaux sont beaucoup moins présents. Et s'ils apparaissent effectivement donc, dans la raison d'être,
Ils sont très spécifiques, ils sont liés effectivement à la gestion de ressources naturelles, à la protection de la biodiversité, aux enjeux donc carbone. Et on a peu de précisions sur les parties prenantes dans les comités de mission. Si l'on regarde dans ces 174 donc, sociétés, on comprend toutefois que sont associés donc, aux décisions les clients, des experts, des chercheurs, des associations, en particulier donc, des ONG. Mais le gros point noir reste l'évaluation donc, de la mission, tant et si bien que certaines entreprises eh bien, ont fait le choix d'adopter une certaine labellisation, qui est labellisation américaine B Corp, que vous devez sans doute connaître, en particulier lorsqu'elles ont une action à l'international. C'est notamment le cas de grandes sociétés françaises comme Blédina, Nature et Découverte. Et en conclusion, parce que je crois que le temps presse et que j'ai dû largement donc épuiser le temps qui m'était imparti, si effectivement l'enjeu de cette intervention, c'était de donner des clés juridiques pour que l'entreprise constitue un outil efficace de lutte contre le changement climatique, il y a deux voies sans doute à explorer. À minima, pour les pays qui ne sont pas encore dotés de ce qu'on pourrait appeler un droit vert des sociétés, peut-être de s'inspirer de certaines réformes françaises qui justement donc, ont donné des résultats positifs. Donc c'est la loi Pacte. Et notamment, par exemple, pour Maurice, de pouvoir réfléchir à une réforme du droit civil mauricien et notamment du livre 9e, puisque les mêmes dispositions donc, se retrouvent dans le Code civil, en particulier, donc, je pense aux articles 1833 et 1835, qui pourraient notamment donc, faire l'objet de toute une réflexion en termes donc, de toilettage pour intégrer donc, la prise en compte de ces enjeux environnementaux. Et si à ce stade, il n'y avait pas de volonté de s'orienter, bien évidemment, dans une perspective de réforme de ces textes, peut-être tout simplement de verdir la pratique en droit des sociétés, puisque là, on peut vraiment faire du tout contractuel et rien n'empêche, je dirais, des sociétés mauriciennes d'insérer une raison d'être dans leur statut, d'introduire dans les statuts qui sont relatifs aux clauses à l'objet social sans doute la prise en compte de ces enjeux environnementaux. Pourquoi pas de créer un comité de mission et des modalités de suivi donc, de la mission donc, que souhaite poursuivre la structure. Bon, bref, je crois que là, il y a effectivement donc plusieurs sources d'inspiration qui pourraient bien évidemment donc venir enrichir les travaux qui existent aujourd'hui donc en matière de justice climatique à Maurice. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Anne-Françoise pour cet exposé complet. Je suis sûre que les participants, comme les autres intervenants, ont été particulièrement enrichis de t'entendre. Peut-être quelques mots sur le rôle de l'université avant de repasser la main à Michael. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement qu'est-ce qui a été fait et les projets éventuellement qu'on aurait en cours sur la thématique de la justice ou la thématique éventuellement environnementale et le renforcement de la coopération universitaire en la matière? Il faudrait ouvrir le micro. Oui, bien sûr. Merci. En quelques minutes avant qu'on rende le live, je suis désolée de le dire, moi, je dois juste contraindre le temps. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'action. Je pense qu'il y a d'abord un niveau d'action politique. C'est vrai que, par exemple, l'Université de La Réunion s'est dotée d'un chargé de mission Éco-Campus qui réfléchit justement au verdissement de l'université dans toutes ses dimensions, que ça soit d'un point de vue infra ou alors d'un point de vue de logique de formation, voire d'un point de vue, on va dire, de la recherche, en lien bien évidemment avec différents acteurs. Donc ça, je crois que c'est le premier point. Après, il y a toute une réflexion sur des formations qui doivent être mises en place sur la question, donc, alors peut-être pas de la justice climatique en tant que telle, mais plus généralement sur le changement climatique, puisque sur une thématique comme celle-ci, il faut vraiment faire du pluridisciplinaire
et ne pas traiter uniquement donc que du droit. Voilà, je crois que c'est vraiment une matière qui mêle le pluridisciplinaire et l'Union européenne encourage justement donc la création de formations et de projets de recherche pluridisciplinaires donc sur la question. Et puis enfin, si on passe sur le volet recherche, l'Université de La Réunion a une fédération de recherche qui est dédiée sur la question de ce changement climatique, avec un observatoire donc, qui est l'OSUR et qui regroupe un certain nombre de laboratoires en sciences dures. Alors, je pense par exemple au laboratoire de l'atmosphère et des cyclones, je pense au laboratoire géosciences, je pense également au laboratoire écologie tropicale marine, à tout ce qui est aussi donc laboratoire dédié au niveau des énergies renouvelables, donc laboratoire Piment et le 2P, et puis bien évidemment en sciences humaines et sociales, donc au CRJ, et puis en économie, donc au CEMOI. Donc je crois que si nous souhaitons, je dirais, avancer sur cette question, elle doit être traitée non pas, je dirais, de façon disciplinaire, en s'attachant qu'à une discipline, mais au contraire de façon pluridisciplinaire. Alors on pourrait imaginer bien évidemment différentes choses, mais je crois qu'il s'agit déjà de partir de l'existant, de savoir ce qui est fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, voilà, et de réfléchir à un projet particulier qui pourrait mêler donc sciences humaines et sociales et sciences dures. Voilà. Alors autour, je ne sais pas si une structure, voilà, pourrait être, je dirais, envisagée. Tout ceci, donc, je sais que certains donc souhaiteraient aller en ce sens. Pourquoi pas? Mais je pense qu'en tout cas, il faut composer déjà avec l'existant et à partir de l'existant, savoir ce qui serait possible, bien évidemment, de faire parce qu'il existe déjà différentes initiatives. Merci beaucoup Anne-Françoise et merci à Krishni et à Jacques d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous nos participants. Michael, je te rends le micro pour conclure et clore cette séance. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants qui nous ont bien conduits entre la Réunion, le cas mauricien, le cas réunionnais, France, et qui nous a permis effectivement de pouvoir voir un peu sur ces regards croisés. Et c'était vraiment bien contextualisé parce qu'on pouvait vraiment rentrer dans le détail sur le droit mauricien. Et merci à Jacques pour cela. Ça nous a vraiment permis de pouvoir situer les points forts, points faibles à mener. Je dois mentionner simplement qu'il y a une question, donc je voudrais juste la poser. Et les gens sont encore connectés, ça va, puisque de toute façon, on va se quitter dans quelques minutes pour recommencer à 11h. Donc, je vais juste poser cette question qui nous vient de Grégory Martin, de l'antenne de la région Réunion, qui d'abord salue la coopération Réunion-Maurice sur ce sujet. Et il dit simplement comment faire en sorte que les décideurs politiques et les partenaires judiciaires, donc aussi du secteur de la justice, puissent s'emparer de ces travaux, en fait, puisque quand même, c'est depuis 2019. Là, on a vu la publication en 2021. On a vraiment voulu insérer ce sujet dans notre programmation des travaux en marge de la COP26. Donc, je ne sais pas, peut-être Aurélie, peut-être qu'il y aurait déjà un élément de réponse. Je pense que ce n'est pas simple comme réponse. Comment faire en sorte que les politiques et les décideurs du secteur de la justice puissent s'emparer de ces travaux et s'en inspirer pour la suite. Oui, alors merci Grégory pour cette question. Merci de ta présence aussi aujourd'hui. Alors, je pense que bien évidemment, il n'y a pas une seule réponse à une question aussi vaste. Ça, au contraire, ça ouvre la réflexion sur le sujet. Mais pour encourager et favoriser le développement de la justice climatique et l'ouverture des blocages existants,
il serait intéressant effectivement d'une part de continuer le travail que nous avons mené, de le diffuser auprès des partenaires judiciaires mauriciens, mais également de prévoir peut-être des séances d'échange et de formation ou des webinaires futurs entre juridictions, puisque par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a mené l'année dernière des webinaires extrêmement intéressants sur justement la consécration du droit à un environnement sain, et ça a été suivi de publications. Donc, je pense qu'un échange des juges et une coopération entre les différents juges de la zone sur la question, et d'autres juges aussi d'autres pays peut-être où les jurisprudences sont plus avancées, ça pourrait être une première piste. Anne-Françoise souhaite aussi apporter une contribution. Oui, je pense qu'il y a aussi le sujet, alors l'application du droit, c'est une chose, et puis il y a aussi comment penser les réformes, et je pense que là, il y a quand même matière à forer. Je pense que la Law Commission devrait pouvoir aussi être associée et en tout cas s'emparer des travaux voilà, qui ont été menés sur la question. Très bien. Merci pour ces réponses. Moi, je voudrais mentionner que l'atelier d'aujourd'hui fait aussi écho à différentes discussions qu'on a actuellement principalement avec Aurélie, mais qui interagit avec le reste de l'équipe, Business Mauritius, pour voir comment on peut davantage intégrer ces sujets du droit de l'environnement dans nos discussions de la commission Sustainability Inclusive Growth qu'on a au niveau de Business Mauritius, de l'ensemble du pacte Signature, qui est dans un mode d'autodéclaration, qui est un pacte d'engagement sur de la déclaration et sur de l'auto-évaluation, mais on sent bien qu'il y a un besoin d'évoluer et d'aller vers un pacte encore plus structuré. Et donc, voilà, on discute avec Aurélie et l'équipe pour peut-être structurer d'autres travaux sur les aspects constitution, droit de l'environnement. Et puis, vous avez vu que le statut de l'entreprise peut même évoluer. Je dirais qu'on a un système un peu embryonnaire à Maurice avec tous ces référents en entreprise qui sont avec nous connectés, les Sustainability Managers, les CSR Officer Managers, et qui font du reporting de façon très volontaire dans les différentes documentations que vous produisez chaque année. Mais on sent bien que toute cette approche un peu bottom-up doit aussi rejoindre une approche top-down qui vient un peu plus du régulateur, du pouvoir public et donc du secteur du droit. Et donc, dans cette nature de proactivité qu'on représente au niveau de la communauté des affaires, donc soyons encore proactifs et travaillons sur ces sujets pour qui demain pourraient être de nouvelles perspectives. Donc, je n'en dis pas plus, mais voilà, il y a des discussions qui se font actuellement. Merci pour tous vos commentaires. Vous avez partagé un petit mot. Donc, merci Amandine, effectivement, de rappeler que Bicorp est le contact du lien Bicorp à Maurice, pour dire que Signature et Bicorp, on travaille aussi, on discute, et vous verrez ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et voilà, il n'y en a pas d'autres. Donc, merci à nos intervenants. Pour ceux qui se reconnectent dans quelques minutes à 11h, on continue toujours notre contexte local. Et donc, on aura une présentation détaillée du Climate Change Act 2020 qui a été finalement promulgué en avril 2021. Mais donc, ça a été un sujet qui a été effleuré tout à l'heure en introduction, mais le professeur Sanjo Dinapandre va nous présenter cela en détail. À tout de suite dans une quinzaine de minutes. Voilà, merci à vous.